Je m'appelle Stéphane Aurel, je travaille pour le quotidien français Le Monde et je viens parler ce soir de mon livre qui s'appelle Lobbytomie, dans lequel j'essaie d'expliquer comment les lobbies qui ont des produits dangereux ou toxiques à défendre, lobby du sucre, des pesticides, du plastique, utilisent la science pour défendre leurs produits contre des réglementations ou dans les tribunaux, et comment ils ont en fait capturé ces processus de production de la connaissance et d'une certaine manière nos démocraties. Bonne conférence. Bonsoir. Tout au long de mon exposé, je vais essayer de vous expliquer pourquoi en fait, j'ai utilisé ce mot lobbytomie comme titre de mon livre. Je crédite la personne qui a inspiré ce titre, qui est une humoriste française qui s'appelle Nicole Ferroni, et qui avait fait un sketch au fond de son jardin sur les accords de libre-échange, s'adressant aux députés et en disant « mais vous êtes fait complètement lobbytomisé ». Je trouve que l'humour, en fait, c'est une façon de penser les choses aussi, et qu'il y avait quelque chose de très juste dans ce mot. C'est un terme qui, pour moi, désigne le système le système politique, économique dans lequel on vit aujourd'hui, que ce soit en Europe ou au Canada, ou aux États-Unis ou ailleurs. Alors tout d'abord, je pense que c'est très important, et c'est quelque chose qui est très... une de mes obsessions, c'est de bien nommer les choses. C'est une phrase d'Albert Camus que j'avais utilisée comme exergue d'un livre précédent qui disait « Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde ». Je trouve qu'il y a quelque chose de merveilleux et d'extrêmement utile dans de nombreuses situations, dans cette phrase-là. Et ça marche très bien aussi pour ça. Quand on dit les lobbies, il y a tout un imaginaire collectif qui surgit. Et les lobbies, c'est quelque chose de complètement abstrait. C'est presque les animaux, les farfadets, les lutins qui peuplent le pays du marché. On dit aussi le marché comme si c'était des forces ésotériques. Les lobbies ce ne sont pas des lutins qui écrivent la loi dans le dos des législateurs ou qui tiennent leurs mains. Leur influence n'est pas magique et ces lobbies ne sont pas anonymes, même si parfois les sociétés sont anonymes d'un point de vue juridique. En tout cas, en France, on a les sociétés anonymes. Elles ont des noms. Elles s'appellent Philip Morris, Coca-Cola, Monsanto, Procter & Gamble. En fait, les lobbies, ce sont des firmes qu'on connaît tous. Qu'est-ce que c'est le lobbying ? Quand on parle de lobbying, on ne parle pas de corruption. C'est très important de faire l'indistinction. Le lobbying est légal dans la plupart de ces actions. La corruption est quelque chose d'illégal. Le but pour quelqu'un qui exerce le lobbying, c'est d'intervenir à un moment ou un autre sur la loi, de la supprimer, de la diluer, de la retourner, de la retarder. Bref, d'écrire la loi à la place ou avec le législateur. Et quand je dis qu'il ne s'agit pas de corrompre, mais ça ne veut pas dire que le système n'est pas corrompu. Et je pense que c'est ça la différence fondamentale, c'est que ces influences-là finissent par corrompre les systèmes dans lesquels on évolue. Et donc, quand je vous disais, c'est cet imaginaire collectif qui surgit quand on dit lobbying. Je suis sûre que vous voyez des personnes sans visage, dans des coins sombres, qui échangent des informations, on appelle ça les visiteurs du soir, en France, pour ceux qui rendent visite au président à l'Élysée, une fois les heures de bureau terminées. On est dans une ambiance de film d'espionnage en général quand on parle de lobbying, alors que le lobbying, au quotidien, en fait, l'activité du lobby, c'est quelque chose d'assez ennuyeux, en fait. Il s'agit d'organiser une proximité avec des décideurs, de demander des rendez-vous, de relancer, de renvoyer un email, d'écrire, de rédiger ce qu'on appelle des position papers, des documents de position où un secteur entier décline ses desiderata par rapport à une réglementation et de les soumettre lors d'un rendez-vous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la mise en scène que notre imaginaire a quand on parle de lobbying. Et cette proximité que les influenceurs essaient de créer avec les décideurs publics, le but, c'est de les amener à penser intérêt commercial à la place d'intérêt général. En 1971, il y a un économiste de l'école de Chicago, qui est donc le vivier de l'ultralibéralisme, qui s'appelle George Stigler. Il a énoncé une théorie qui je trouve extrêmement pratique pour décrire ce que c'est exactement le lobbying, qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la capture du régulateur ou de la capture réglementaire. Et il écrivait que l'État et sa machinerie pouvaient constituer une ressource autant qu'une menace pour tous les secteurs de l'économie. Et c'est pour cette raison que la réglementation devait être capturée par l'industrie, c'est-à-dire conçue et mise en œuvre
au seul profit de l'industrie. Ce qui veut dire, en deux termes beaucoup plus simples, c'est qu'il vaut mieux participer à l'élaboration de la loi plutôt que de la subir. C'est quoi un lobby? C'est qui les lobbyistes? En fait, il y a plusieurs acteurs du lobbying, plusieurs typologies en fait, de lobbyistes. 6 exactement. Il y a les firmes elles-mêmes et leurs lobbyistes in-house, ce qu'on appelle, donc c'est les grosses firmes qui ont les moyens de se payer ce qu'on appelle des affaires réglementaires ou les affaires publiques. En général, c'est un terme qui recouvre l'activité de lobbying. Les organisations professionnelles, c'est-à-dire que chaque secteur ou organisation sectorielle, chaque secteur est organisé pour défendre des intérêts communs aussi. Donc on a CropLife par exemple, qui au niveau mondial défend les intérêts de l'industrie des pesticides, mais ça existe au niveau nationaux. En Europe, on a des trade associations au niveau européen. L'association, par exemple, le Conseil européen de l'industrie chimique en Europe, c'est la plus grosse organisation de lobbying européenne, qui a un budget annuel de 40 millions d'euros et 150 employés. Ensuite, il y a les cabinets de lobbying à proprement parler, cabinets de lobbying et de relations publiques qui s'appellent APCO, Burson Marsteller, Fleischmann et Hillard, qui sont des cabinets qui emploient des personnes dont le boulot est d'être des lobbyistes. Les think tanks, qui sont extrêmement rarement des laboratoires à idées neutres. Il faut toujours regarder l'onglet à propos des think tanks pour savoir qui les finance et quelles idées en fait ils peuvent avancer. 5e acteur, c'est les cabinets d'avocats, parce que pour écrire la loi, c'est quand même beaucoup plus pratique d'être avec des gens dont le métier, c'est justement de la comprendre et de la rédiger. Et ensuite, il y a les cabinets, c'est pour le coup un recoin de la société dont la plupart des gens ignorent l'existence, qui s'appelle les cabinets de défense de produits, Product Defense Firms en anglais, qui sont des firmes, des cabinets de lobbying spécialisés en sciences qui emploient des personnes qui ont des diplômes scientifiques et qui sont payées en fait, pour produire de la matière scientifique. Et ils sont commandités, ils sont sous contrat avec les firmes. C'est des cabinets qui s'appellent, les plus connus s'appellent The Weinberg Group, Exponent ou Gradient par exemple. Ils ont tous eu un passif avec l'industrie du tabac. Il y a un 7e type d'acteurs dont on va plus parler ce soir, qui en fait ne sont pas des lobbyistes, mais qui sont instrumentalisés dans le lobbying de ces firmes qui utilisent la science. Ce sont les scientifiques eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément, là quand je disais lobbying, il ne s'agit pas de corrompre, on ne parle pas de scientifiques corrompus, on ne parle pas d'échange de valises pour une mission particulière. Il s'agit de sponsoriser du travail scientifique et les scientifiques qui participent à cette entreprise-là de fabrication de sciences qui défendent des intérêts n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font. En tout cas, on ne leur demande pas explicitement forcément de produire tel ou tel résultat. C'est très important de comprendre ça, que la plupart des gens sont sincères dans ce qu'ils font et que la majorité des scientifiques que les industriels sollicitent, qui évoluent dans le milieu universitaire en général, n'ont absolument pas conscience de participer à cette entreprise d'influence de la science. Je voudrais vous présenter quelqu'un. C'est Betsy Boren, à gauche, et à droite, c'est Dr Betsy Boren, parce que son titre, c'est PhD, donc, qui est directrice des affaires scientifiques de la Fondation AMI. Cette diapositive, en fait, elle vient, c'est une fuite qu'il y a eu de la part d'une industrie, je ne vous dis pas encore laquelle. Donc c'est une présentation interne où justement la stratégie de ces industriels, c'était de rendre plus crédible leur message en présentant leur directrice des affaires scientifiques avec une blouse blanche. Et la question explicite qu'ils posent, c'est en quoi cela change votre impression à vous, consommateurs ou en tout cas interlocuteurs à convaincre. La fondation AMI, en fait, c'est l'American Meat Institute, c'est le lobby de la viande aux États-Unis. Et la plupart d'entre vous auront sans doute été dupés par le terme fondation, donc fondation AMI. Puis même si je vous dis American Meat Institute, il y a le mot institut qui est extrêmement trompeur et c'est fait pour. Et il y a énormément d'organisations de lobbying ou d'organisations par avance, c'est-à-dire des organisations qui sont créées par les industriels avec des noms qui sont instituts, centres trucs, qui ne sont en fait, qui n'ont absolument rien de scientifique, qui sont juste des structures qui ont été créées par les industriels. Aux États-Unis, par exemple, il y a l'Institut l'Institute of Frozen Pizza.
Institut de la pizza surgelée. Donc je vous laisse imaginer la qualité du travail scientifique que produit cet institut. C'est très important en fait, l'impression que ces termes laissent. On est tous impressionnés quand on voit un docteur. On a toujours l'impression que le docteur, de toute façon, c'est mieux que soi. Et les industriels ont très bien compris cette chose-là. Pourquoi est-ce que l'industrie de la viande a besoin de convaincre les gens que Betsy Boren, c'est ce qu'elle dit? C'est parce que ils ont une petite chaîne YouTube où ils expliquent plein de choses. Donc, comme notamment le fait que consommer de la viande tous les jours n'est pas un problème pour la santé. Mais il y a cette petite vidéo assez fascinante où Betsy Boren explique comment préparer des hot dogs pour les enfants de moins de 3 ans. C'est-à-dire comment enlever la peau pour pas qu'ils s'étouffent avec. Donc on se dit, c'est quoi ce truc un peu, en tout cas d'un point de vue européen, c'est assez étrange, cette espèce d'obsession pour le hot dog. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément donner des hot dogs à des enfants de moins de 3 ans? C'est parce que c'est en fait c'est la première cause d'étouffement chez les enfants aux États-Unis. Donc de faire cette vidéo, ça permet à l'industrie de la viande d'apparaître comme une industrie responsable, qui fait face à ses responsabilités, qui fait face à son devoir en tout cas. Ça leur permet d'apporter une solution à un problème dont ils sont à l'origine, vendre des hot dogs absolument à des enfants de moins de 3 ans, mais surtout aussi de détourner l'attention de la question centrale, c'est est-ce qu'il faut vraiment absolument bourrer les enfants de moins de 3 ans de hot dogs? Ou est-ce qu'ils pourraient peut-être s'en passer totalement? Mais la crédibilité du message repose entièrement sur cette blouse blanche de Betsy Boren. La chaîne, voilà, c'est Ask the Meat Scientist, demander aux scientifiques de la viande. Et c'est vrai qu'on accorde plus confiance à Betsy Boren avec sa petite veste blanche immaculée que si elle était en tablier de boucher, alors qu'elle représente le lobby de la viande. Cette idée qui est extrêmement brillante, d'utiliser la crédibilité de la science pour vendre des produits ou pour les défendre, ça vient d'un homme qui est très méconnu du grand public, qui s'appelait Edward Bernays, qui a vécu très très vieux, que vous avez en photo ici, et qui a laissé, je ne suis pas la seule à le penser, une trace, a eu un impact dans l'histoire, dans notre histoire, beaucoup plus importante que de nombreux chefs d'État ou de gouvernement. Il avait cette particularité d'être le neveu de Freud. Et il avait tout à fait compris en fait, le travail de son oncle, dont il a beaucoup contribué à importer le travail et l'œuvre aux États-Unis, notamment en finançant ses traductions. Mais avant ça, en fait, c'était un homme de relations publiques. Il a été, c'est lui qui a inventé le terme relations publiques, mais c'est un homme qui vient de la propagande. C'était un publiciste, comme on disait à l'époque. Et il était membre de la commission Creel aux États-Unis, qui est la commission qui avait été formée pour convaincre l'opinion publique de la nécessité d'entrer en guerre en Europe, donc pendant la Première Guerre mondiale. C'est cette commission qui avait élaboré cette fameuse affiche de l'oncle Sam disant « I want you for US Army », qui a été quand même une grande réussite. Et donc, sortant de cette commission Creel, avec ce savoir-faire-là, Edward Bernays a créé un cabinet de relations publiques. Donc, il a transformé ce terme de propagande. Il a créé la propagande par temps de paix, avec ce terme relations publiques, ce qu'on appelle aujourd'hui le spin. Et donc, il avait très bien compris les principes de la psychanalyse sur lesquels travaillait son oncle. Et il était très familier avec les notions de pulsion, de refoulement, d'inhibition, toute la sexualité. Et il s'est servi de ça, en fait, pour le compte de ses clients, qui étaient des gouvernements, mais surtout des firmes. Donc, un de ces grands faits d'armes, qui est sans doute le plus connu, c'est à la parade de Pâques à New York en 1929. Il a fait défiler des femmes fumant des cigarettes, ce qui à l'époque était extrêmement choquant pour l'opinion. Les femmes ne fumaient pas, en les brandissant comme des flambeaux de la liberté. Ce qui est quand même, du point de vue d'aujourd'hui, assez extraordinaire de brandir une drogue qui crée une addiction comme un symbole de liberté, mais c'était surtout un symbole, il l'avait vu comme un symbole phallique. C'est-à-dire que les femmes brandissant un symbole phallique et s'attribuant la liberté. Donc, et il avait pris conseil auprès d'un élève de son oncle pour faire cette campagne pour le compte de American Tobacco Company, donc la firme qui vantait les Lucky Strike. La raison pour laquelle je vous parle de Bernays et pourquoi il y a
cette publicité qui vous met peut-être en appétit, c'est que Edward Bernays a complètement changé le petit déjeuner en Amérique du Nord uniquement par la force des relations publiques. Dans les années 20, le petit déjeuner, c'était du porridge, du pain, mais jusqu'à ce qu'un fabricant de charcuterie demande à Bernays de l'aider à augmenter ses ventes de bacon. Donc Bernays a demandé à un médecin de signer une déclaration comme quoi il fallait manger des petits déjeuners hyper protéinés, que c'était bien meilleur pour la santé, le petit déjeuner des champions, quoi. Et il a fait signer cette déclaration par 4500 médecins à travers les États-Unis, et ensuite a envoyé ça sous forme de communication à des journalistes à travers tout le pays. Et donc ça a donné des articles de presse. Donc c'est une opération de propagande, de relations publiques extrêmement classique, qui serait très, très banale aujourd'hui. Sauf que cette reprise a fini par complètement transformer. Ça a tellement bien marché que ça a transformé le petit déjeuner en Amérique du Nord. Tout ça, on en revient à la blouse blanche. C'est Betsy Boren, avec sa blouse blanche, est beaucoup plus crédible quand 5000 ou 4500 médecins disent qu'un petit déjeuner ultra protéiné, c'est le meilleur petit déjeuner. Vous optez pour ce petit déjeuner. On passe à l'étape suivante de cette historique, en fait, d'où vient le lobbying, d'où vient cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. Aux années 50, milieu des années 50, on est en décembre, Noël 53, les industriels du tabac, les principaux fabricants, font vraiment ce qu'on appelle une réunion de cartel, c'est-à-dire une réunion secrète où ils conspirent ensemble sur le problème qui se pose à eux, qui est que leurs produits tuent leurs clients. C'est-à-dire que le lien entre la cigarette, le tabac et le cancer du poumon devient, d'un point de vue scientifique, très difficile à éviter pour eux. Et ils doivent organiser la défense de leurs produits. Et la façon dont ils organisent cette défense, c'est qu'ils organisent le mensonge sur la réalité scientifique des dangers de la cigarette. Et c'est un mensonge qui a pris des proportions tout à fait inédites. La personne clé, en fait, qui est présent lors de cette réunion s'appelle John Hill, qui est un contemporain de Bernays, qui a créé lui aussi son cabinet de relations publiques à peu près au même moment. Donc, son cabinet s'appelle Hill & Knowlton. Et ce John Hill, il a cette idée, en fait, là où Bernays avait revendiqué ce terme qu'il avait emprunté à un autre de ses contemporains qui s'appelait Walter Lippmann, qui est la fabrique du consentement. John Hill, lui, décide de faire la fabrique de la controverse. Mais la controverse sur les dangers du produit que vendent les cigarettiers, donc le tabac. Son acte de naissance, en fait, donc c'est la publication début 1954, après cette réunion, de cette déclaration franche aux fumeurs de cigarettes, qui n'a absolument donc rien de franc, parce que c'est un mensonge, et ces 4 points, en fait, sont les bases de toutes les stratégies de manipulation de la science qui ont été déclinées, recyclées, adaptées, sophistiquées par l'industrie des pesticides, de la chimie, du plastique, etc. Que sont ces 4 principes ? C'est la multicausalité, c'est-à-dire que les maladies ont toujours plusieurs causes, et c'est surtout jamais le produit dont il est question. Donc c'est certainement pas la cigarette. Deuxième point, c'est donc la controverse. Il n'y a pas de consensus scientifique sur l'origine du problème. Il n'y a pas de consensus scientifique sur le fait que la cigarette soit nocive. Troisième point, c'est le niveau de preuve, la question de preuve. Et la science est réduite dans ces pseudo-controverses-là à la notion de preuve est réduite à quelque chose qui ressemble plus à la preuve qu'on demande dans les tribunaux. C'est-à-dire un niveau de preuve en général extrêmement difficile à atteindre quand on parle d'une exposition à des produits chimiques, par exemple. Le quatrième point, c'est la corrélation. Il y a tellement d'autres facteurs qui peuvent expliquer de facteurs de confusion, on appelle ça en science, qu'on ne peut pas conclure. Et d'ailleurs, la vie n'est-elle pas source de mort elle-même, quoi. Après la publication de cette déclaration, l'industrie du tabac, sur les conseils de John Hill, crée un centre de recherche, annonce qu'ils vont financer de la recherche sur les dangers du tabac, et ils créent le Center for Tobacco Research, le CTR,
qui a réussi l'exploit, donc en 40 ans d'existence, entre 1954 et 1998, après 300 millions de dollars investis, 6400 articles scientifiques publiés, il n'y en a pas un seul qui me parle d'un lien entre la cigarette et le cancer. Il y a une citation des historiens des sciences, Naomi Oreskes et Eric Conway, que j'aime beaucoup. C'est ces deux auteurs qui ont écrit un livre tout à fait indispensable qui s'appelle « Les marchands de doute », qui fait le pont justement entre les influenceurs qui viennent du secteur du tabac et qui sont ensuite allés dans celui du changement climatique, et qui ont organisé la négation sur le changement climatique. Ils disent « La science nous a montré que la civilisation industrielle contemporaine n'est pas durable ». Et en fait, quelque part, c'est cette vérité-là, ce savoir inconfortable-là que les industriels combattent. Et pour les combattre, ils ont besoin d'une dimension parallèle avec des faits alternatifs qu'eux-mêmes vont fabriquer. Donc évidemment, je fais la référence aux faits alternatifs qu'on a vu surgir après l'élection de Trump dans la bouche de Kellyanne Conway. Et le but en fait de la fabrication de ces faits scientifiques alternatifs, c'est de transformer l'incertitude scientifique, qui est le moteur de la science, repousser les limites de l'ignorance, c'est ce qui fait, c'est la dynamique intrinsèque de la science, de transformer cette incertitude en un vulgaire doute, comme le doute qu'on a dans les tribunaux, dans la tête du décideur, des décideurs publics. C'est eux là, qui sont la cible principale de ces stratégies-là. Il y a un élément extrêmement important qui laisse incrédule le grand public en général, mais aussi les scientifiques, c'est l'instrumentalisation des circuits habituels de production de la connaissance, en particulier les revues. Que ce soit les plus petites revues scientifiques, mais aussi les plus prestigieuses. Et en fait, les industriels, quand ils produisent un matériau qu'on peut considérer comme un matériau de lobbying, puisque c'est un matériau qui a pour but de défendre un produit, mais ils le font publier dans des revues scientifiques parce que ça a le format et la forme, et c'est acceptable dans une revue scientifique, et c'est conçu pour. Et une fois que c'est passé à travers cette machine, ou cette science washing machine, ce matériau de lobbying devient un article scientifique. Et en tout cas pour les décideurs publics qui, dans l'écrasante majorité des cas, n'ont pas de formation scientifique. Si on pouvait faire, je pense qu'on pourrait difficilement faire une liste de 10 dirigeants qui ont fait des thèses en sciences. Et donc pour les décideurs, moi qui en ai fréquenté quelques-uns, en tout cas fréquenté dans des entretiens, etc., pour eux, la science, c'est de la science, quoi. Et ce qui a été publié dans une revue scientifique, c'est forcément que ça a de la valeur. Et c'est aussi, les industriels jouent aussi sur cette image extrêmement positive qu'a la science, c'est cette panoplie de la blouse blanche. C'est un peu comme si la science c'était le pâturage de la vérité, avec c'est un peu comme la comté dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, avec des gentils hobbits qui sont des scientifiques complètement protégés des courants d'influence divers et des contingences matérielles. Et en fait, dans la tête de beaucoup de gens, y compris des décideurs, y compris des gens très, très cultivés, en fait, il y a cette notion, cette absence de conscience que la science peut être instrumentalisée. Quand un industriel est en difficulté, une stratégie très payante, c'est de désigner un coupable alternatif. Et je vais vous parler c'est un cas, case study, qui est l'industrie du sucre, parce que l'histoire est assez fascinante. En plus, à ce nom génial, le projet 226, j'aime bien. On dirait un polar. Il y a très, très peu de temps, quelques années, il y a une femme qui s'appelle Christine Kearns, qui était dentiste, et qui s'est mise à se poser plein de questions. Elle travaillait dans un quartier très défavorisé aux États-Unis sur l'absence de prévention qu'il y avait sur les caries, en tout cas tout ce qui tourne autour du sucre, les caries, l'obésité, le diabète, alors qu'elle voyait des patients débarquer dans des états assez graves. Et à partir de ce questionnement-là, de praticienne soucieuse de ses patients, elle a fini par se retrouver à vider des cartons d'archives de professeurs retraités ou décédés dans des universités et à découvrir en fait toute leur correspondance avec les industriels du sucre dans les années 50, 60, 70.
Et ce qu'elle a découvert, c'est assez génial. Donc je raconte 2 histoires dans mon bouquin. Donc la première, c'est la conspiration des caries. C'est comment les industriels du sucre ont réussi à complètement mettre dans le fossé la politique de prévention caries des États-Unis dans les années 60. Et la deuxième histoire, c'est qui a un retentissement beaucoup plus important en termes de santé publique, c'est qu'au milieu des années 60, il y avait une vraie discussion scientifique sur les facteurs les plus importants des maladies cardiovasculaires. Est-ce que c'est le gras ? Est-ce que c'est le sucre ? Et donc ce débat-là existait avec un chercheur britannique qui s'appelait John Yudkin qui pensait que c'était les sucres ajoutés, que les sucres ajoutés jouaient un rôle important, et Ansel Keys aux États-Unis qui lui désignait plutôt les graisses saturées et le cholestérol. C'est un authentique débat scientifique, c'est pas une controverse montée par les industriels en instrumentalisant la science. L'industrie du sucre veut détourner l'attention de ces produits, et il contacte en fait un chercheur d'une institution extrêmement prestigieuse qui est Harvard, Fred Ster, qui était le directeur de la nutrition à Harvard, et il lui demande donc de travailler sur ce projet 226 qui consistait à faire une revue de la littérature. Donc les revues de la littérature, c'est très important en sciences, c'est qu'on prend tout ce qui a été écrit sur un sujet avec un certain nombre de critères de sélection, et la puissance statistique de toutes les études donne une assez bonne idée en fait de l'état de la science, en tout cas au moment où on fait cette revue. Il commande en fait une revue sur ces questions-là. Ce qui est intéressant, c'est que dans les documents que Christine Kern a trouvés, on connaît l'intention des industriels du sucre. Donc c'était la Sugar Research Foundation à l'époque, et pour eux le but c'était de contrer Yudkin, c'était ça les termes qu'ils utilisaient, et Yudkin, ce chercheur, et donc les autres attitudes négatives à l'égard du sucre. Ensuite, écrivait le responsable de la fondation, nous pourrons publier les données et réfuter nos détracteurs. On va retrouver ça un peu plus tard, dans les traces écrites laissées par les industriels en interne, cette intention qu'il est parfois impossible à prouver une fois qu'on se retrouve avec une publication scientifique. On peut pas savoir en fait si l'industriel a demandé à avoir tel ou tel résultat. Là, on sait que c'était dans ce but-là qu'ils avaient commandé cette revue de la littérature. Et donc cet article a été publié par Fred Ster et 2 de ses collègues en 1967 dans une des plus prestigieuses revues qui est le New England Journal of Medicine, et qui concluait qu'il n'y avait absolument aucun doute sur le fait que le cholestérol et les graisses saturées étaient liés aux maladies coronariennes, et ils exonéraient le sucre. Il n'y a aucun moment dans cette étude où, même si des financements privés sont signalés, aucun moment, aucune ligne ne signale le financement de l'industrie du sucre. Alors que c'est un conflit d'intérêts évidemment important pour le lecteur, entre le propos, la conclusion et le financeur. Et le problème, c'est que cette étude, qui a été publiée en 1967, elle a été influente pendant 40 années. C'est-à-dire que pendant 40 années, tout le monde a été convaincu de la culpabilité des graisses dans les maladies cardiovasculaires, et c'est que très récemment en fait que ce renversement par rapport au sucre s'est opéré. Là, on va rentrer dans une série d'exemples qui vont tourner autour du glyphosate. Le Roundup, qui est quand même l'intérêt c'est que le sujet est très riche, mais c'est aussi que c'est l'herbicide le plus utilisé au monde. Donc je vous laisse voir ces chiffres-là, c'est-à-dire que à la mise sur le marché du glyphosate en 1974, ça n'était qu'un herbicide. Et ensuite, en 1992, ça devient un package avec les OGM, des OGM qui sont résistants au glyphosate. Et donc, le marché du glyphosate explose et la consommation explose. Et les quantités de l'herbicide, de ce pesticide qui sont appliqués sur la planète aujourd'hui sont totalement vertigineuses. Pendant 3 décennies, on pensait que le glyphosate était un herbicide assez peu nocif, voire pas du tout nocif pour la santé publique. En tout cas, il n'y avait rien d'apparent dans le discours public, au niveau du public là-dessus. Et puis en mars 2015, il y a ce coup de tonnerre qui est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est une organisation qui dépend des Nations Unies, dont le rôle est de classifier les substances en fonction de leur caractère cancérigène ou pas. Donc c'est selon un degré de probabilité, cancérigène certain, cancérigène probable, cancérigène possible. Et ceci est décidé par des comités d'experts que le CIRC réunit
en fonction de critères, depuis quelques années, de totale indépendance vis-à-vis des industriels. Et ils ne sont pas des experts qui ont un pouvoir de décision réglementaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le cirque dit telle substance est cancérigène que des décisions doivent être prises. Ils ont juste cette mission de dire quel est l'état de la science et quelle substance est cancérigène ou pas. Et donc en mars 2015, c'est cette annonce qui secoue la planète et surtout Monsanto, que le glyphosate, qui est l'ingrédient du Roundup, est cancérigène probable pour l'homme. Pourquoi c'est un problème pour Monsanto? C'est parce qu'à partir du moment où une autorité comme le CIRC a classifié le glyphosate comme cancérigène, des personnes qui sont victimes de cancer ou des personnes dont les proches ont été victimes de cancer et qui sont décédées et qui pensent liées à une exposition au glyphosate peuvent attaquer Monsanto et les fabricants de glyphosate en justice. Dans sa revue de la littérature et de l'état de la science, le CIRC relie l'exposition au glyphosate à une forme de cancer rare de la lymphe qu'on appelle le lymphome non-hodgkinien. Et donc, à partir de ce moment-là, des malades aux États-Unis commencent à contacter des avocats et à se rassembler pour lancer des procédures pour attaquer Monsanto en justice. On a eu, je vous cite un chiffre qu'on a eu hier, même s'il est forcément inexact, et en un an, au moins pour l'année 2016, Monsanto a dépensé 17 millions de dollars pour défendre le glyphosate, face à tout ce qui a pu se passer face à cette classification de cancérigène. Donc, au fur et à mesure que les victimes et les proches des victimes se structurent pour faire des procès, les avocats américains peuvent faire ce qu'on appelle les procédures de discovery. Aux États-Unis, je ne sais pas si ça existe au Canada, on n'a pas ça en Europe, malheureusement, c'est un bonheur pour les journalistes d'investigation, mais c'est une procédure qui permet aux avocats de partir à la pêche à la mouche dans la paperasse de son adversaire. Et donc les avocats des plaignants, des victimes de ceux qui pensent être victimes du glyphosate, récupèrent des dizaines de millions de pages de documents auprès de Monsanto et demandent, en fait, il a fallu qu'ils demandent un par un au juge qui a centralisé les procédures en Californie de les rendre publics. Donc à chaque fois, le juge a dû les examiner et les rendre publics. Et c'est ces documents rendus publics qu'on a appelés les Monsanto Papers, donc qui ont été mis à disposition, notamment grâce à une ONG qui s'appelle US Right to Know, qui a réussi à les centraliser, les mettre en ligne, et sur lesquels les journalistes ont pu travailler. Donc avec mon collègue Stéphane Foucard, qui travaille au Monde aussi, on a épluché ces Monsanto Papers au moment où ils ont été rendus publics en mars 2017. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que moi j'avais travaillé déjà sur les correspondances internes de la Commission européenne. Donc là, c'était un deuxième type de correspondance dans lesquelles je me plongeais. Et en fait, lire le courrier des autres, c'est un métier assez passionnant. Parce que c'est un peu comme rentrer dans la tête de quelqu'un sans autorisation, sans GPS. C'est-à-dire qu'on prend ses repères au fur et à mesure. On ne parle pas de la même manière à ses collègues à l'intérieur de la Commission européenne, où tout est très, très chers collègues, vous trouverez en pièces jointes, même salutations, un truc très administratif, à le côté plus informel de collègues de travail dans une firme qui se connaissent depuis 15-20 ans, parce que Monsanto est une firme qui apparemment traite bien ses employés, les gens ils sont loyaux et ils restent longtemps, et de voir comment les gens se parlent, comment ils nomment les choses, on en revient toujours à ça, ou comment ils ne les nomment pas. De naviguer en fait dans cette correspondance apprend énormément de choses génère un savoir totalement unique en fait. Et il y a tous les travaux qui ont été réalisés sur les correspondances internes des firmes, notamment ce qu'on a appelé les cigarette papers, qui ont été rendus publics à la fin des années 90 à la suite de procès aux États-Unis et qui sont aujourd'hui rassemblés dans une énorme archive en ligne. Ça a permis de comprendre énormément de choses sur le fonctionnement interne de ces firmes et sur les mécanismes et les dynamiques qui opèrent à l'intérieur de ces firmes. Donc, je vais vous parler de ghostwriting. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé ici. Ça a fait pas mal de bruit en Europe au moment où on a parlé des Monsanto Papers.
Le ghostwriting, en fait, ça veut dire, en français, on dit être un nègre, mais j'aime pas trop l'expression, puis ça, je trouve que ça correspond pas tellement à ce qui se passe ici. Le ghostwriting, en fait, ça consiste pour des firmes à rédiger eux-mêmes des études scientifiques qui seront ensuite publiées dans des revues, mais à les faire signer par des universitaires ou des scientifiques extérieurs qui sont payés, évidemment, pour donner leur nom. Et parce que ça permet évidemment de rendre la publication plus crédible. Ça permet de faire un blanchiment des messages de l'industrie. C'est un phénomène qui est très difficile à quantifier évidemment c'est une stratégie secrète par définition. Tous les rares données qu'on a proviennent de l'industrie pharmaceutique, où on sait que c'est extrêmement répandu, que c'est parfois même les avocats en fait des laboratoires pharmaceutiques qui rédigent les articles. En revanche, ce qu'on ignorait complètement jusqu'au Monsanto Papers, c'est l'existence de ce phénomène dans d'autres secteurs de l'industrie. Et en lisant les Monsanto Papers, c'est l'échelle de l'usage du ghostwriting, en fait, la culture de ghostwriting chez Monsanto qui s'est posée de façon très aiguë, quoi. Donc ça, ce qui peut paraître un peu compliqué à première vue, c'est juste un email. Bill Idens, c'est le chef de la toxicologie chez Monsanto. Il écrit à ses collègues, on est en mai 2015, donc on est 2 mois après que le cirque ait classifié le glyphosate cancérigène probable pour l'homme. Et c'est que des collègues toxicologues. On voit David Saltmiras, on va le revoir tout à l'heure. Et Donna Farmer, qui a été pas mal dans les médias aussi. IARC, c'est le cirque en anglais. Et donc c'est l'objet d'une email, c'est toutes les activités pour soutenir le glyphosate post-classification du cirque. Il y a la liste de tout ce qui... Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'ils entreprennent, mais là, on a cette ligne. Donc, publication des données sur l'animal citées par le cirque. Donc, ce qui était très important dans les données qu'avait examiné le cirque, c'était est-ce que le glyphosate peut provoquer des tumeurs chez les animaux? Parce que, comme tout le monde est extrêmement exposé à plusieurs pesticides en même temps, en particulier les agriculteurs, c'est très difficile d'identifier un lien entre le glyphosate et l'info-non-hodgkinien si un agriculteur a été exposé, par exemple, à 10 pesticides dans sa vie. Alors, quand on fait des expériences sur l'animal, ça donne, et que si on expose un rat à un pesticide donné et que ça provoque des tumeurs, c'est un élément très important. Donc, les données animales, pour Monsanto, sont un enjeu très important. Et là, vous voyez cette deuxième ligne, là, manuscrit initié chez Monsanto, c'est Monsanto, avec Monsanto comme ghostwriters. C'est tellement informel, c'est « Hey, passe-moi le sel !» Et cette façon informelle de parler du ghostwriting, c'est comme je vous dis, voilà, ça permet de comprendre toute une culture interne, en fait. Donc ça, c'est un autre article qui a été publié. Il a été publié justement. C'est un article sur les données sur l'animal, toxicologie du glyphosate sur l'animal, qui a été publié juste à temps pour que le cirque puisse le prendre en compte dans son travail d'évaluation. Je vous épargne le titre compliqué à rallonge. Il est signé par premier auteur Helmut Greim, donc qui est Université technique de Munich. David Saltmiras, donc qui était dans la liste des destinataires tout à l'heure, qui est chez Monsanto. Et donc, ces deux personnes qui font partie de ce qu'on appelle la Glyphosate Task Force, qui est le gros regroupement d'industriels qui commercialisent du glyphosate sous une forme ou une autre depuis que le glyphosate est générique. Helmut Greim, donc, vous voyez, c'est la seule personne qui n'est pas un industriel. En fait, Helmut Greim, ça fait 20 ans qu'il est retraité. Donc, je le connais bien, je l'ai rencontré sur plusieurs dossiers, les perturbateurs endocriniens, il a écrit des articles pour les industriels de l'amiante. C'est aussi lui qu'on a surnommé le Monkey Gate Doctor, parce que c'est lui qui avait autorisé, donné le feu vert pour des expérimentations sur le singe et l'homme pour les particules de diesel, ce qui avait fait scandale l'an dernier. Donc c'est un chercheur qui a un peu un coup de... C'est on va dire, un scientifique émérite retraité qui est aussi couteau suisse pour les industriels. Parmi les bijoux qu'on trouve dans les Monsanto Papers, je vous ai sélectionné juste la ligne, il y a cet email donc toujours de David Saltmiras, qu'on voyait comme deuxième auteur de l'article. En fait, il raconte ce qu'il a fait pour préparer ses activités autour du cirque. Donc j'ai fait ci, j'ai fait ça, virgule. J'ai ghostwrité l'article de Greim. Plus clair, c'est difficile.
fait est que ce n'est pas la première fois que David Salmiras intervient de cette manière-là sur des articles scientifiques. Donc vous voyez, ça c'est un article qui a 2 ans, qui a été publié 2 ans plus tôt, qui est un article extrêmement important, parce que c'est donc une revue de la littérature, ces formes de publications scientifiques dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont très importantes, sur toutes les données concernant la génotoxicité du glyphosate. Et la génotoxicité, c'est un élément du caractère cancérigène. Cette revue, elle a été faite par 2 consultants. Donc Larry Kayer, qui a été très longtemps un employé de Monsanto, et David Kirtland, qui travaillait dans une grosse boîte qui faisait ce genre de choses et qui est maintenant consultant à son propre compte. Et dans les remerciements, on dit remerciements, acknowledgement en anglais, on voit merci beaucoup David Salmiras pour la thoughtful review of the manuscript. Donc il y a un certain nombre de personnes de l'industrie qui sont remerciées. Et en fait, quand on lit les Monsanto Papers, on se demande au bout d'un moment si les personnes qui sont citées dans les remerciements ne sont pas les personnes qui ont écrit les articles. Et la raison pour laquelle je vous montre cet article-là, c'est parce que dans les Monsanto Papers, pour moi, c'est le meilleur document des Monsanto Papers. Même si c'est un peu difficile à expliquer pour le commun des mortels. Donc on découvre l'existence de formulaires, parce qu'il y a quand même toute la machine administrative à l'intérieur des firmes elles-mêmes. Donc il y a un formulaire pour les manuscrits, les articles scientifiques qui sont commandités par les firmes, en tout cas par Monsanto. On voit que le service qui s'occupe, c'est pas du tout les affaires scientifiques, c'est les affaires réglementaires. Donc déjà, c'est quand même très très parlant sur l'origine, l'intention de l'article. Les auteurs, David Salmiras. Donc vous vous souvenez qu'il n'était pas du tout cité comme auteur, mais il était dans les remerciements. Mais sur ce formulaire interne, il est clairement indiqué comme auteur avec Larry Kayer. Effectivement, David Kirtland a été recruté un peu plus tard parce que comme c'est un travail assez compliqué, ils ont eu besoin d'aide. Et ce paragraphe en bas est assez merveilleux parce qu'il dit explicitement ce travail tombe vraiment dans le cadre de la Glyphosate Task Force pour l'Union européenne. C'est à ce moment-là que le Monsanto et les fabricants de glyphosate demandaient le renouvellement de l'homologation en Europe, et sera une ressource de grande importance pour une future défense du produit contre les... je fais la traduction simultanée, contre les affirmations que le glyphosate est mutagène ou génotoxique. Donc c'est vraiment un formulaire de défense de produits, qui commandite un article qui défend un produit. Cet article, en fait, qui a été signé, qui a été signé par David Kirtland, Larry Kayer, et pas signé par David Salmiras. Donc il a été publié dans une revue. Donc ça c'est l'article. Vous voyez, il commence par cette phrase-là, l'abstract. Et en fait, ça a servi aussi, le brouillon de cet article a servi dans le dossier d'autorisation de réhomologation fourni par Monsanto et la Glyphosate Task Force à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, qui était en train de décider si le glyphosate devait être autorisé ou pas. Donc ça, c'est le dossier de la Glyphosate Task Force fourni à l'EFSA. Revue de la littérature sur la génotoxicité, on voit que ça a été confié à Larry Kayer. Okay. C'est la même phrase. Okay. Donc on voit que c'est ça qui a servi à faire ensuite l'article. Mais là où ça devient, on tombe un peu dans le 7e étage et demi, comme dans John Malkovich, c'est que ce document-là, j'aurais pas dû les numéroter dans ce sens-là, mais ce document-là, c'est l'évaluation de l'EFSA, donc de l'agence européenne. Et comme vous pouvez le constater, tout ce qui est en orange, c'est ce qui est exactement copié-collé du dossier des industriels. C'est-à-dire que c'est mot pour mot exactement les mêmes termes. Donc en fait, si on refait les trucs à l'envers, puisque David Salmiras était l'auteur de l'article, est-ce que c'est lui
qui est auteur de l'évaluation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Parce que ça, c'est toute la partie évaluation de la génotoxicité du glyphosate de l'Autorité européenne. Et les parties en rose sont les parties copier-coller du dossier de la Glyphosate Task Force. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionnent les agences réglementaires, mais partout dans le monde, en fait, comme on l'a vu là, les agences qui doivent évaluer des pesticides ou des produits chimiques, parfois des cosmétiques, reposent sur les données qui sont fournies par les industriels. C'est-à-dire que partout dans le monde, les pouvoirs publics ont choisissent de faire confiance à des industriels dont on sait par beaucoup d'archives et des travaux universitaires, ce n'est pas uniquement mon travail, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là depuis plus de 20 ans, c'est des industriels dont on sait qu'ils mentent, en tout cas qu'ils ont menti sur certaines questions, mais la confiance est maintenue dans ces industriels au détriment du public, de la santé publique et de l'environnement. Donc on en revient à cette idée que je vous expliquais plus tôt, cette idée de capture du régulateur. Cette entreprise, cette vaste entreprise des industriels d'utiliser, d'instrumentaliser la science, ça en fait équivaut à une capture de la science elle-même. C'est-à-dire que ce soit la publication dans les revues, les conférences, les fabrications de consensus scientifiques, les industriels en fait occupent tous ces lieux de fabrication de la science et on est vraiment dans quand je vous disais pour Stigler, George Stigler qui a théorisé cette théorie de capture réglementaire, il valait mieux participer à la rédaction de la loi plutôt que de la subir. Et les industriels, plutôt que de subir la science, ont choisi, et la cruelle réalité des résultats de la science, ont choisi de participer à la fabrication de la science. Et là où on voit le problème que ça nous pose à nous comme citoyens, comme personnes ou comme potentiels malades, des conséquences de ces décisions rendre les gens malades, c'est que ce sont cette capture de la science, qui a abouti à une capture des décisions sur ces questions importantes, c'est quelque chose qui n'a pas pu se faire sans la complicité, sans l'accord en fait des pouvoirs publics. C'est pas les vilains industriels avec leur stratégie. La question du lobbying, c'est avant tout une question de responsabilité des pouvoirs publics qui sont censés mettre en place des garde-fous pour protéger l'intégrité de la décision publique. Et là, je vais prendre un exemple local, parce que du coup, je me suis un peu renseignée sur la situation au Canada, où il y a très récemment eu un exemple de capture qui est, pour moi, vraiment un cas d'école. Je vais être obligée de lire un petit peu parce que je ne connais pas très bien le nom de vos centres de recherche ici. Donc ça a été un super travail de Radio-Canada où donc, il y a eu un lanceur d'alerte qui a été à l'intérieur du ministère, du centre de recherche sur les grains, le sérum, qui a été licencié parce qu'il avait voulu alerter ses supérieurs hiérarchiques sur des problèmes liés aux pesticides. Et donc suite à ça, Radio-Canada a un peu investigué et s'est rendu compte en fait que la plupart des centres de recherche qui dépendaient du ministère de l'Agriculture canadien étaient dirigés par des lobbyistes, en tout cas des représentants des industriels, et qu'ils étaient majoritaires dans les conseils d'administration, et parfois les pouvoirs publics étaient complètement absents de la gestion de ces centres qui sont en fait des centres publics. Et à chaque fois, dans l'article de Radio-Canada, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est les justifications. Alors, pardonnez-moi, je vais lire un peu les justifications pour chacun de ces instituts, en fait, qui ont été données par les représentants des pouvoirs publics, du gouvernement, sur pourquoi ils ont laissé ces centres de recherche publics aux mains des industriels. Donc, le Centre de développement du port du Québec. La raison, c'est le MAPAC a décidé de ne plus occuper de fonction d'administrateur au sein du conseil d'administration et occupant plutôt un rôle de conseiller. Pourquoi donc ? Centre de recherche, de développement et de transfert technologique acéricole. Le MAPAC a graduellement décidé ces dernières années de diminuer sa participation de deux administrateurs, avec droit de vote, à un observateur. Centre d'expertise en production ovine, il n'y a aucun représentant de la recherche universitaire ou des consommateurs. Et donc le président du centre dit que c'est le gouvernement du Québec qui a demandé à son employé de ne pas avoir de droit de vote.
L'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, IRDA. Le MAPAC était présent sur le conseil d'administration depuis 1998, mais a renoncé en 2017 à son siège de membre votant. Donc, renoncé. Cinquième, il y en a 6. Centre d'expertise en production laitière du Québec, Valacta. Donc, les producteurs de lait sont actionnaires majoritaires. L'Université McGill et le MAPAC sont les 2 autres actionnaires. Le MAPAC a maintenu son droit de vote. Je vous lis, pardon. Hein. Le siège est toutefois vacant et sera pourvu en avril. Il y a aussi une observatrice du ministère dans le CA non votante. Et ensuite, il y a toujours dans le même centre, il y a 3 universitaires siègent actuellement au conseil d'administration. Et le porte-parole de Valacta dit « Cela constitue une caution scientifique à nos actions ». C'est-à-dire que le public est bienvenu quand il crédibilise le travail des industriels. Et donc 6e et dernier, donc Centre de recherche en sciences animales de Deschambault. Il y a 2 ans, le ministère de l'Agriculture s'est retiré du conseil d'administration pour n'y laisser qu'une observatrice. C'est-à-dire que je vous ai lu ces citations parce que j'ai trouvé assez fascinante. Il y a cette volonté en fait de ce retrait, c'est-à-dire que cet abandon de la puissance publique, de ce qui lui appartient en fait. Et le problème, c'est que la justification donc, qui était générale, qui était donnée par un porte-parole du ministère, c'est le représentant du MAPAC était placé en situation de conflit de loyauté entre leur responsabilité légale d'administrateur et l'exercice de leur charge publique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que ce conflit de loyauté deviendrait soudain beaucoup plus important que le conflit d'intérêts institutionnalisé que représente le fait de laisser ces centres aux mains des industriels qui ont des intérêts dans ces secteurs-là. Et donc, on se soucie plus de ça. Avec le président donc, de l'UPA, c'est le secteur agricole, ça, le lobby agricole, Marcel Groslot, qui dit « Les producteurs n'ont aucun intérêt à influencer les résultats de recherche. Les producteurs sont les premiers à vouloir la vérité. S'il y a un traitement qui est plus efficace qu'un autre, je suis le premier à vouloir le savoir. » Et c'est justement là le problème de la capture réglementaire, c'est que quand on a capturé des centres de recherche, des institutions, ça permet aussi de choisir les questions qui sont posées. Alors, peut-être qu'on n'aimerait pas savoir forcément quels sont les traitements les plus efficaces, mais est-ce que sans traitement, ça marche aussi, par exemple ? Est-ce que l'absence de traitement est plus efficace ? Et on ne saura pas la réponse parce que comme cette question n'est pas posée, dans une institution capturée, ce genre de question n'est plus posée, donc la recherche ne se fait pas. Et donc ça, c'est un phénomène qui est assez global, c'est l'intérêt général qui devient presque suspect aux yeux même et dans le discours même des pouvoirs publics qui sont censés défendre l'intérêt général contre les tentatives d'influence et de détournement de cet intérêt du public qui est devenu aujourd'hui presque, c'est-à-dire que les intérêts commerciaux sont devenus synonymes de l'intérêt du public dans l'esprit d'énormément de décideurs aujourd'hui. Et c'est assez frappant de voir comment ça semble assez peu arriver au niveau conscient des décideurs dont pourtant le rôle c'est de diriger des gouvernements, des ministères qui ont d'avoir renoncé, est-ce qu'ils ont conscience d'avoir autant renoncé à leurs prérogatives et est-ce qu'ils ont conscience que le projet politique des gouvernements est en fait graduellement remplacé par le projet politique de firmes de multinationales, comme par exemple Coca-Cola, qui a réussi avec sa bataille contre la science montrant que la consommation de sucre et donc de soda était nocive pour la santé, a réussi à complètement réorienter la recherche sur l'obésité et le diabète en une question d'activité physique. On peut citer d'autres exemples comme ça. Bayer et Syngenta ont réussi à réorienter tout le débat sur la question des pesticides néonicotinoïdes, les tueurs d'abeilles, alors que les éléments scientifiques sont là depuis le départ. Évidemment, on ne parle même pas des pétroliers qui ont mis l'humanité en péril en jouant au marchand de doute sur l'origine humaine du changement climatique. Dans la conclusion de mon bouquin, je parle beaucoup de littérature en fait, et des dystopies, les anti-utopies qui sont redevenues, après l'élection de Trump, dans les ventes, très fort dans les ventes, notamment 1984 d'Orwell, La Servante écarlate de Margaret Atwood,
Et il y a d'autres dystopies comme ça qui sont beaucoup utilisées, Fahrenheit 451, avec la destruction du savoir par des brigades d'incendiaires en fait, qui brûlent les livres. Et l'autre fiction aussi qu'on peut nommer, c'est Les Fils de l'Homme, qui est un film, c'est tiré d'un bouquin aussi, où le plot, c'est que la personne n'a plus, à cause d'un effondrement de la fertilité, en raison probablement de produits chimiques, on ne sait pas trop, la personne la plus jeune sur la planète a 18 ans et meurt dans les premières minutes. Spoiler. Moi, je trouve que c'est très intéressant, en fait, cet usage des dystopies en littérature pour décrire ce qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que les systèmes, la façon dont a basculé le système, où l'intérêt général est devenu suspect, où ce renversement total où les citoyens se sentent complètement dépossédés de leurs institutions, ça ressemble à un scénario de dystopie, en fait. Et je trouve ça intéressant, la façon dont les gens se reconnaissent, arrivent à nommer des choses dans le système de réel en utilisant la fiction. D'où ce mot de dystrumpia. Bienvenue en lobitomie, welcome to dystrumpia. En fait, l'idée, cette idée de lobitomie, c'est pour désigner en fait le système dans lequel on vit aujourd'hui, qui est un système où la capture des institutions, la capture de la science, qui est une dynamique, comme si elle avait abouti en fait. C'est-à-dire que cette capture a réussi. Comment on nomme en fait un système où la capture a réussi, où elle n'est plus dans une dynamique, où elle n'a plus rien à faire, parce que le système, en quelque sorte, n'a plus besoin des apports, il tourne tout seul, il a digéré et intégré complètement les besoins du monde des affaires. Et c'est pour ça, en fait, que je me suis retrouvée avec ce terme de lobitomie. Il y a des personnes qui ont essayé de nommer, en fait, ça, avec précisément ça, comment l'appareil d'État, en fait, est devenu une coquille dans laquelle les intérêts commerciaux se sont installés. Notamment le politologue britannique Colin Crouch, qui a appelé ça la post-démocratie. Je trouve que je suis qu'une modeste journaliste, je ne vais pas critiquer mais je trouve que c'est pas assez, c'est trop pauvre en fait, c'est pas assez évocateur pour que les gens participent à cette conversation-là en fait, post-démocratie. Et c'est pour ça que, n'ayant pas de prétention universitaire, je proposais ce terme de lobitomie en fait, c'est-à-dire que la capture ayant marché, le système, en fait, tourne sur lui-même en fonction des intérêts de ces lobbies dont la puissance publique était censée se protéger au départ. Voilà.